Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, je fais cette vidéo en réponse à Maître Eolas. Je ne sais pas s'il me répondra, j'aimerais qu'il puisse me répondre, mais bon, Maître Eolas, c'est un compte sur Twitter qui possède 372 000 abonnés, un des plus gros comptes Twitter français. Je ne sais pas s'il prendra le temps de me répondre. J'ai fait un trade, hein. Je ne vais pas le reprendre, je vais essayer d'apporter autre chose que ce que j'ai apporté sur Twitter pour développer un petit peu plus ma pensée, pour pouvoir répondre à ce qu'il a déclaré sur Twitter au sujet de l'affaire Mazan, qui vraiment pour moi ne va pas, et vous allez comprendre pourquoi. Et puis bah, vous allez voir que j'ai deux, trois trucs vraiment dans son profil qui m'insupportent, vraiment qui m'insupportent. Je vais pouvoir essayer d'expliquer pourquoi, en gardant mon calme, en essayant d'être pédagogue. Il a posté un trade le 11 septembre, donc hier, avant-hier pour vous, hier pour moi. Il dit quelques rappels d'utilité publique eu égard au procès Mazan en cours à Avignon. Premièrement, un procès pénal est un moment violent, même s'il se passe dans une atmosphère policée. C'est même parce que c'est un moment violent que la loi impose une atmosphère policée. Et voilà, il présente ça comme si c'était un fait. Bon, on pourrait dire, bah oui, mais en fait, s'il y a un procès en pénal, c'est probablement parce qu'il y a une victime qui a vécu une forme de violence, et on pourrait juste questionner ça, en fait, questionner le fait qu'un procès en pénal, aux assises, soit une nouvelle violence à l'encontre de l'accusé, entre autres. C'est le moment où la société va faire usage de son impérium pour punir en privant quelqu'un de sa liberté, parfois pour très longtemps, voire jusqu'à sa mort. Fut un temps pas si lointain, elle pouvait même le faire couper en deux. On sait en plus de ça que la justice punitive, malheureusement, n'est pas extrêmement efficace en France, en général d'ailleurs, hein. Celui qui est exposé à ce risque, donc le prévenu, a, quoi qu'il lui soit reproché, quoi qu'il ait réellement fait, le droit de se défendre. Pas de se défendre si, pas de se défendre mais, pas de se défendre à condition que, pas de se défendre sous réserve de se défendre. Sur ce point, je n'ai rien à dire, absolument rien à dire, bien évidemment, que ça fait partie des libertés démocratiques de pouvoir être défendu, quel que soit ce qui a pu nous être reproché. Et il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est là qu'il va y avoir en fait une croisée des chemins à partir desquels on va diverger et diverger fortement. Et je suis obligé de le préciser dès maintenant. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'un militant et un avocat puissent s'entendre sur ce genre de questions, puissent ne serait-ce qu'échanger, parce qu'on ne va pas parler des mêmes choses. Ce qu'on veut, nous, en tant que militants et en tant que militantes, évidemment, c'est accéder à plus de justice sociale possible. Le but d'un avocat, c'est de défendre son client. C'est-à-dire que la justice sociale peut être évidemment un fil directeur dans la carrière d'un avocat, mais il y a certains avocats pour qui la question de justice sociale ne s'impose pas, pour qui la priorité, c'est de pouvoir défendre absolument n'importe qui, quel que soit le crime reproché. Et en soi, évidemment, ce n'est pas condamnable, ni moralement, en tout cas pas selon ma propre morale, ni pénalement, bien évidemment. Au contraire, tout le monde doit se défendre. Mais à partir de là, du coup, il va y avoir une différence. Et vous allez voir que dans le trade, ça va se marquer, parce qu'il présente avec une forme de froideur le fait que c'est tout à fait normal que les avocats fassent innocenter des violeurs, dont on sait qu'ils sont violeurs, c'est normal à ses yeux. Et là, il y a un problème pour le coup qui pour moi est moral, et qui fait que, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à se dire finalement? C'est-à-dire que nous, on va réclamer plus de justice sociale, c'est-à-dire moins de culture du viol, donc moins de violeurs. Et lui va dire, ouais, non mais d'accord, mais moi je suis pas contre, hein, ça, au contraire, je pense que c'est bien, mais si la loi me permet d'innocenter un violeur, il faut que je le fasse. Et on peut plus s'entendre. Sur ces points-là, on ne peut plus s'entendre. Et ça ne veut pas dire que lui a tort. Évidemment, je ne dirai jamais ça, je ne dirai jamais d'un avocat qu'il a tort de défendre un client, bien évidemment, c'est une liberté fondamentale. Dans un État démocratique, heureusement, encore heureux qu'on ait le droit de se défendre contre absolument n'importe quel type d'accusation, bien évidemment. Mais c'est là du coup que le dialogue va être difficile à être engagé. Et vous allez voir que dans les formulations, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile pour moi de lire ce qu'il décrit. La défense n'est pas un concours de popularité, ni un concours de télé-réalité où les citoyens sont invités à donner leur opinion, d'autant plus définitive qu'elle s'appuie sur des lambeaux d'informations hors de tout contexte. Et vous allez voir que là-dessus, vraiment, moi, je suis assez scandalisé de ce qu'il décrit. Parce que typiquement, vous prenez, je sais pas, le cas du procès Johnny Depp-Amber Heard, c'était 100% un procès sur la personnalité des deux personnes qui étaient des deux côtés, du coup, de la justice. Et là, on l'a vu dans l'analyse psychologique qui a été faite, dans les 3 analyses psychologiques, qu'il y a eu un portrait de la personnalité, donc quelque part en fait avec des éléments qui n'avaient absolument rien à voir avec les faits, qui n'avaient absolument rien à voir avec des faits de violence en général. Quand on dit la victime a fait preuve d'une certaine forme de passivité dans sa relation, qu'elle dépensait mal son argent, du coup, moi je veux bien que Maître Eolas vous disiez que ce ne soit pas un concours de popularité, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir réfléchir à la façon dont certaines analyses psychologiques ou psychiatriques sont faites pour dépeindre des accusés, pour en faire des sortes de tableaux de moralité, comme si en fait une victime, comme elle gère mal son argent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dominique Mazan gérait mal son argent, ok? Elle était passive dans son couple. Qu'est-ce que c'est si ce n'est que des arguments pour l'affaiblir en fait? Des arguments de personnalité négative pour l'affaiblir. Qu'est-ce que la gestion de son argent a à voir à faire avec quoi que ce soit dans ce procès? Le seul critère qui vaille est celui de l'efficacité. Et là, vous voyez qu'on est dans le cas que je vous décris, où un militant et un avocat ne peuvent pas s'entendre.
Lui, il dit, la seule chose qui m'importe, c'est d'avoir des arguments valables pour défendre mes clients. Nous, on veut de la justice sociale. Donc lui, il est prêt à faire libérer n'importe qui s'il trouve un argument valable. Et nous, on veut de la justice sociale. Et on ne peut pas s'entendre. On est sur de perceptions, de critères presque moraux qui sont tellement opposés l'un à l'autre que je ne vois même pas comment on peut échanger là-dessus. L'argument est-il favorable à l'accusé? Favorable, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire, il ne cherche pas un argument pour prouver la matérialité du fait, mais pour pouvoir la caractériser autrement. Peu importe s'il y a eu viol ou non. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Peu importe s'il y a eu viol. Si on arrive à le faire caractériser autrement pour que ça aille dans la faveur du prévenu, enfin de la personne qui est accusée, eh ben faisons-le. Et on ne peut pas s'entendre. Est-ce que l'argument est juridiquement valide? Voilà tout ce qui compte. Qu'il vous déplaise ou vous énerve n'est pas un critère, mais en fait, il faut baisser d'un ton, maître Aulas, parce que là, vous vous adressez en tant que professionnel du droit comme si vous étiez décorrélé de toute réalité, mais le nombre de victimes de viol qui n'ont pas obtenu justice, qui lisent de votre part, bah ouais, mais peut-être qu'il y avait un argument juridique valable, hein, alors si ça vous énerve, c'est pas un critère, un toc. Mais enfin, je sais pas, un peu de respect. Je sais pas, un peu de respect. Et ce qui m'agace d'autant plus, je vais vous le montrer tout de suite, c'est ça. Ça, c'est le truc qu'il a épinglé le 29 novembre, où il dit « Quand une décision de justice vous est présentée comme aussi absurde qu'injuste et ne peut s'expliquer que par une incroyable déconnexion du juge et de la réalité, soit c'est parce qu'on vous en a fait une présentation exacte, soit c'est parce que c'est juste un militant qui parle, et c'est toujours le cas de figure. » Maître Aulas, c'est profonde malhonnêteté. Je vous prie, s'il vous plaît, de m'expliquer cette décision de justice. Une décision de justice, je vous prie de m'excuser, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était celui-là. Où l'une des raisons pour lesquelles un ancien numéro 2 de la police de Poitiers a été relaxé après avoir violé des mineurs pendant leur sommeil, ça a été, bah ouais, mais ils n'ont pas ils n'ont pas exprimé leur non-consentement. Ça n'est pas une blague, on revient dessus demain sur cette affaire. Bah oui, quand on dort, on ne peut pas exprimer qu'on n'est pas consentant, effectivement. Donc, maître Aulas, excusez-nous, mais ça, c'est juste parce que je suis un militant, le problème, en fait. Et puis, non, en fait, c'est pas ça. En fait, l'avocat a trouvé un argument juridique valable, donc voilà, c'est tout à fait normal. Et puis, toc, hein, pour que ça vous énerve ou non, ça n'est pas un critère. Bah pardon, mais je pense que c'est raisonner dans une société malade que de dire qu'en fait, ça n'est pas un critère que de libérer quelqu'un qui aurait pu avoir commettre des faits de pédocriminalité parce que la justice lui a donné une voie de sortie. Et que ça me déplaise n'est pas un critère, et ben je trouve ça problématique que pour vous, les émotions humaines ne soient pas un critère dans le fait qu'on puisse mal vivre certaines décisions de justice. Et là, bon, là, on rentre vraiment dans ce qui m'insupporte. Pour un viol, dit-il, il y a 3 grands axes de défense possibles. Ils sont exclusifs l'un de l'autre. C'est le client qui a le dernier mot. Bref, un avocat peut se retirer d'un dossier, mais il peut aussi adopter l'une des 3 défenses choisies par le client. Vous ne saurez jamais si c'est le cas, deal with it. Faites avec. Non, mais on redescend sur terre, en fait. Enfin, je veux dire, on se fait engueuler, là, on ne saura jamais si c'est le cas, mais c'est pas la question. La question, ça va être justement du contenu de ces arguments, et vous allez voir, c'est surtout le deuxième axe de défense qui m'agace. Le premier axe de défense possible, la relation sexuelle n'a jamais lieu. Dans ce cas, le viol est impossible, c'est efficace mais dangereux. Si une preuve apparaît qui établit la réalité du rapport, il ne reste qu'un champ de ruines. Ce déni mensonger peut convaincre de la culpabilité. Et donc, on voit bien, c'est ce qu'on dit depuis le début, le rôle de l'avocat, d'après Maître Aulas, n'est pas du tout d'établir la réalité des faits, mais de présenter les faits sous l'angle qui les arrange. Et de dire, ah bah non, on n'a qu'à dire qu'il n'y a pas eu de viol. Ah bah ouais, mais ce qu'il dit, c'est que s'ils peuvent prouver la matérialité du fait qu'il y ait eu un rapport sexuel, la défense, elle est dangereuse. Donc en fait, il ne parle pas de rendre justice aux personnes qui ont subi un viol. Maître Aulas parle de comment protéger un agresseur, un violeur. Et donc, moi, je comprends les réactions de colère à son trade. Et lui, il fait comme s'il ne les comprenait pas, comme si c'était nous qui comprenions rien à la justice. Mais cette présentation complètement décorrélée des émotions et du sentiment de besoin de justice sociale qu'on puisse avoir, cette présentation où vous expliquez que ce que vous faites est parfaitement normal et qu'il ne faudrait pas le remettre en question, qu'il ne faudrait pas remettre en question ça, bah, évidemment que ça met en colère. Mais de la même façon, peut-être qu'il va voir cette vidéo en disant bah, « Attends, le Foilier, il me met en colère parce qu'il ne respecte pas les libertés fondamentales d'un avocat, à savoir utiliser toutes les failles de la justice possibles pour libérer quelqu'un, même s'il a réellement violé. Tant pis, il a réellement violé, j'ai remis un violeur en liberté. Tant pis, j'ai fait mon travail. Peut-être que ça l'énervera parce qu'on n'est vraiment pas dans le même paradigme de pensée. » C'est une défense efficace pour des faits anciens où aucune preuve n'a été réunie au moment des faits. Elle aboutit généralement à un classement sans suite ou à un non-lieu. Elle voit rarement l'audience, faute de charges suffisantes. Et alors, c'est bien. Il est en train de vous expliquer, hein, à vous les femmes, pourquoi en fait, vous avez des non-lieux dans vos procès, parce que la matérialité du fait ne peut pas être établie, et donc il établit avec l'agresseur, le violeur, on va parler dans le cas où il y a eu viol, et une plainte pour viol qui est classée sans suite, il établit une défense où il va s'assurer qu'on ne pourra pas prouver qu'il y a eu rapport sexuel, et ensuite il va adopter ça comme ligne de défense, peu importe que ce soit vrai ou faux, ça n'est pas le problème. Même si c'est faux, ce qui va l'importer, c'est l'impossibilité de caractériser, je vais arriver, la matérialité du crime.
C'est délirant parce que vous prenez le cas d'un cambriolage, on va jamais vous demander Enfin, si vous avez des photos, c'est bon, vous avez les preuves du cambriolage, mais là, vous devez le prouver. Évidemment, la matérialité du viol n'est quasiment jamais probable. Il faudrait pour ça que la plainte soit dans les minutes après le viol. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça me choque qu'il y ait autant de distance en fait dans ça. Et là, vraiment, alors là, mais moi, ça m'a mis dans une colère. Deuxième axe, le rapport a bien eu lieu, mais l'accusé n'avait pas conscience qu'il avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui exclut le viol. Je ne sais pas si cette affirmation est vraie, je suis allé au tribunal quand même beaucoup de fois dans ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà vu beaucoup d'affaires de viol, je n'ai jamais entendu cet argument, je ne sais pas s'il est vrai, mais là, après nous expliquer que nul n'est censé ignorer la loi, là il explique que si l'accusé n'avait pas conscience qu'il y avait violence, contrainte, menace ou surprise, ça exclut le viol. C'est-à-dire que là, il faudrait que la victime de viol, elle prouve qu'il y a une matérialité, il y a eu un rapport sexuel, elle arrive à le prouver, c'est déjà hallucinant de difficulté, mais maintenant, il faut qu'elle arrive à prouver quelque chose de complètement, un absolu, complètement mystique, qu'elle puisse prouver l'intentionnalité. Elle doit prouver que l'auteur avait conscience qu'il y avait violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, c'est le problème du consentement. C'est-à-dire que le mec a insisté 20 fois, la personne finit par céder, c'est une forme de contrainte. Bah non. Bah non, parce qu'au final, la personne, elle a dit oui. Donc, voilà, l'accusé n'avait pas conscience qu'il y avait eu une contrainte, puisqu'au final, il y a eu le mot oui. Ça exclut le viol, d'après lui. Cette conscience ou non sera l'objet des débats, d'où les experts qui décortiquent la personnalité de l'accusé, mais aussi de la victime, et ils présentent ça comme si c'était normal, comme si ça ne devait pas être discuté. Je suis désolé, maître Aulas, votre trade, il mérite la colère que vous avez reçue. Si vous avez subi un cambriolage ou si quelqu'un vous a escroqué de 50 000 €, on n'a pas besoin de dresser un portrait de votre personnalité. Je dirais, vous avez été cambriolé, on ne va pas dire oui, mais est-ce que la personnalité de la personne qui a subi le cambriolage est une personnalité un petit peu de victime, vous voyez, qui pourrait être apte à être cambriolée parce que ça sous-entend quoi? La personnalité de l'accusé peut justifier du coup le viol, d'une certaine façon. Et donc, ce trait est révoltant pour moi, absolument révoltant, il n'y a rien qui va. Et peut-être que juridiquement ce qu'il dit est vrai, mais le fait de nous le présenter, genre deal with it, genre c'est comme ça, et de toute façon vous êtes des militants, voilà, vous n'êtes que des militants. Et voilà, vous comprenez rien au droit, vous êtes que des militants. Enfin, je veux dire, ce tweet quoi qu'il a épinglé, qui reste épinglé, non mais quelle prétention, ma parole. Et donc voilà, il faudrait qu'on accepte de façon complètement aveugle et totalitaire que c'est comme ça que la justice fonctionne et que c'est comme ça qu'elle devra fonctionner. Voilà. Cette défense est d'autant plus efficace qu'accusés et victimes étaient proches, ce qui est le cas dans la grande majorité des viols. La victime connaissait la plupart du temps son agresseur, et donc vous voyez bien que ce qui est important pour Maître Aulas, il le dit, et on peut le comprendre du point de vue des avocats, mais comprenez Maître Aulas que ça nous scandalise, sans nous mépriser. Ce qui est important, c'est pas si elle a été violée ou non, hein. C'est pas important. Non, ce qui est important, c'est que ma défense, elle a été efficace. Et donc forcément que nous, en tant que militants qui cherchons de la justice sociale, on est révoltés par de tels propos, par une telle distanciation dans vos propos. Troisième, radicalement différent, le damage control, reconnaître les faits, exprimer des regrets, justifier de soins, convaincre la cour que cette prise de conscience est sincère et que le danger a disparu. Ça n'épargne pas la condamnation, mais ça peut éviter la prison. Vous voyez que ces actes supposent un choix excluant les autres, bref. Dans l'affaire Mazan, le premier acte est actuellement a priori exclu. Les faits ayant été filmés et les échanges avec le mari retrouvés. Reste le deuxième ou le troisième. Seul le deuxième permet de viser l'acquittement. Visiblement, plusieurs accusés comptent établir qu'ils n'avaient pas conscience que le rapport avait lieu par violence, contrainte, menace ou surprise. En l'occurrence, surprise. C'est la qualification que retient la jurisprudence sur une victime inconsciente. Voilà, se balancer comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Alors on va voir que non, en réalité, il y a la Cour de cassation qui en a décidé autrement. Alors ça date de quand ? Ça date du même jour, donc c'est dépassé. Et donc voilà, il explique ça, vous voyez. Non, mais c'est que des militants qui parlent, hein, ça n'a rien à voir avec de la réalité juridique, quand la réalité juridique te dit que, la jurisprudence te dit que quand tu dors, tu consens. Hein. Oui, tu peux violer quelqu'un pendant son sommeil, hein. La personne consent. Mais non, mais c'est que les militants qui sont scandalisés, hein. C'est uniquement les militants qui sont scandalisés. D'accord ? On n'est pas pile à l'intermédiaire d'effectivement des militants sont scandalisés et du fait que la justice autorise ce genre d'aberration. Sachant que la loi prive d'efficacité certains arguments, comme « je ne savais pas que c'était interdit avec une femme inconsciente », c'est le sens de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Bah oui, du coup, t'es pas censé ignorer que tu pouvais pas le faire par surprise. Certains arguments soulevés au stade de l'enquête sont tout aussi inefficaces, comme celui du consentement par le mari en lieu et place de son épouse. L'argument de la conviction, que c'était une mise en scène et que la victime feignait l'inconscience, est juridiquement efficace, mais factuellement, il faudra que le déroulement des faits laisse place au minima au doute. Mais c'est scandaleux. Enfin, je sais pas, voilà. Oui, non, mais elle a probablement été violée par plusieurs centaines d'hommes, hein, mais bon, peut-être qu'on va laisser réussir à planer le doute que non. Non, mais c'est fou, d'où l'examen des vidéos concernées.
Bon, voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais il dit c'est le travail des avocats de la défense. Et on comprend que ce soit votre travail, maître Aulas, on le comprend. On vous demande simplement de ne pas faire preuve d'un mépris inouï à l'encontre des militants, d'accord? Parce que notre colère, elle est quand même relativement saine, surtout par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le procès Mazan, c'est quand même le procès, on va dire, symbolique de la domination masculine et de la violence masculine. Et je trouve extrêmement déplacé le ton qui est utilisé dans ce thread. Vraiment, je déteste ce thread. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Bonne journée. Ah bah non, je vais sortir la vidéo aujourd'hui, donc on est le 12. Voilà. Bon après-midi.